député depuis 2014, c'est ça. Ouais. À l'époque avec le Parti Socialiste. Ouais. Vous avez cofondé en 2019 la gauche républicaine et socialiste. Exact. Donc quand même quitté le Parti Socialiste ou pris des distances ou changé un petit peu peut-être de programme. C'est quoi finalement la différence et ce qui a fait que vous avez fondé la gauche républicaine et socialiste? Il y avait une très grande déception suite au quinquennat de François Hollande. Et finalement, ce que nous avons fait, c'est ce qu'ont fait beaucoup de Français de gauche, c'est de quitter le Parti Socialiste pour essayer de créer quelque chose de nouveau, alors qui évidemment reste fidèle à la mission historique de la gauche qui est la redistribution des richesses, mais qui soit plus ferme sur un certain nombre de sujets, notamment la fiscalité pour les plus riches, notamment la politique de promotion des services publics, et puis il y avait aussi le souci de faire revivre tout ce qui est l'identité républicaine de la France, l'universalisme, la laïcité, qui avait été longtemps délaissée, je trouve, par le pouvoir en place. Donc au départ, c'est ça qui motive notre départ. Et puis après, ça ne nous a pas empêché de travailler avec toute la gauche pour essayer de relever la tête sous la Macronie triomphante. Au régional, on avait vu la gauche républicaine et socialiste partir avec les Verts. Le PC d'habitude part avec le PS dans beaucoup d'élections. Le PC, il part sous ses propres couleurs en général, comme les Verts, comme c'est les européennes, c'est la proportionnelle. Vous avez cherché une nouvelle alliance avec le PC, Montebourg, que vous avez soutenu à un moment donné, peut-être pendant les primaires de la gauche, je crois. C'est surtout une question de fond en fait. C'est-à-dire que sur les sujets européens, je me suis retrouvé, bien sûr avec Arnaud Montebourg, mais aussi Fabien Roussel, l'idée de dire il ne faut pas forcément plus d'Europe, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la France doit reprendre la main, retrouver un peu de souveraineté, notamment dans le domaine industriel, dans le domaine alimentaire, dans le domaine énergétique. Ça, c'est pas partagé par d'autres listes de gauche, donc ça s'est fait assez naturellement en fait. Vous savez, la politique c'est simple, c'est une histoire d'idées et d'hommes. Et quand les hommes et les idées coïncident, on fait une liste ensemble, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors vous êtes député européen sortant. Vous avez 2 mandats déjà de député européen. C'est quoi concrètement votre travail comme député au Parlement européen, député français au Parlement européen? C'est quoi concrètement les prérogatives, la fonction en fait, de député? Qu'est-ce qu'il fait dans cet hémicycle tout bleu? Alors l'hémicycle, c'est la partie émergée de l'iceberg. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est Strasbourg, mais l'essentiel du travail, il se fait en commission, il se fait en groupe, en audition. C'est énormément de travail pour légiférer sur un certain nombre de sujets qui vont être après débattus et votés à Strasbourg. La plupart des sujets sont abordés puisque l'Union européenne a des compétences dans presque tous les domaines, à l'exception de quelques domaines comme l'éducation nationale ou la santé. Tout le reste, la politique économique, l'écologie, les transports, le commerce, la politique budgétaire, c'est discuté au niveau européen. Et donc le travail d'un député, c'est d'arriver à imposer ses choix. Alors, on est français et on représente les intérêts de la France, mais il y a 26 autres pays. Donc des députés qui viennent de 26 autres pays, qui n'ont pas forcément les mêmes cultures politiques, pas forcément les mêmes intérêts. Et au-delà de la différence traditionnelle entre la droite et la gauche, il y a aussi des pays qui ne se comprennent pas forcément toujours, et il faut qu'on arrive à des compromis. Et ça, c'est pas le plus facile dans le travail, mais c'est en même temps ce qui en fait la chose la plus passionnante. Alors c'est beaucoup de travail. Énormément de travail. On n'en parle pas suffisamment dans les médias français, mais un député européen, ça travaille beaucoup. C'est beaucoup de déplacements aussi, parce que comme vous savez, on est à Bruxelles, on est à Strasbourg, puis on revient dans notre État membre pour rendre des comptes aux électeurs. Et ils sont assidus, les députés français au Parlement européen? Vous en côtoyez beaucoup? Ah oui, plutôt. Dans tous les groupes? Plutôt. Évidemment, il y a des groupes où les gens sont moins assidus. Je pense notamment à notre ami, à Jordan Bardella, qui n'est pas forcément présent tout le temps à Bruxelles en commission. Il est président de parti maintenant. Mais d'ailleurs, il l'assume. En fait, il l'assume. Mais quand même, la plupart des collègues bossent beaucoup. Et c'est normal parce que si on ne travaille pas, on est complètement largué. Les sujets sont quand même souvent techniques, ardus.
Et puis ça demande des batailles politiques formidables. Hein. Pour changer l'Europe, c'est comme un énorme paquebot. Et si vous voulez faire tourner de 3 degrés, faut mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Donc c'est ce qu'on fait. Il y a 27 moteurs. Donc, en plus, ouais, et il faut que les moteurs aillent dans la même direction. C'est pas toujours le. C'est des pas petits, toujours des facile. gros, des moyens moteurs. Ouais. Alors la France, c'est plutôt un gros moteur. Ouais. Mais il faut qu'ils tirent dans le même sens que voilà, d'autres. voilà. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un job passionnant aussi. Hein. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai vécu 10 années merveilleuses parce que on légifère. On débat, on discute de sujets totalement essentiels. C'est concret, donc l'Europe dans la vie quotidienne des Français. C'est hyper concret. Enfin, quand on discute du plan de relance après le Covid, ça peut paraître abstrait. Ouais, mais enfin, c'est les investissements. C'est par exemple le fait d'aider les entreprises qui étaient en grande difficulté. Quand on discute des textes écolos, ça peut paraître abstrait aussi, mais après concrètement dans la vie des gens, c'est telle norme, telle règle, tel investissement qui sera privilégié. Non, c'est la plupart des choses qui sont discutées au Parlement européen et votées ont des conséquences très concrètes dans la vie des Français. À la base, c'était une union économique. Et au niveau économie, est-ce qu'elle s'occupe de réindustrialiser l'espace européen plutôt que d'importer tout de Chine, par exemple? Alors ça, c'est vraiment pour le coup un énorme le paracétamol, Oui, un problème que je soulève d'ailleurs depuis 10 ans sans discontinuer, c'est-à-dire que l'Europe est tellement fanatique du libre-échange, c'est-à-dire en gros on va commercer avec toute la planète, qu'on s'est rendu compte... La Chine est dans l'OMC, donc du coup on commerce avec. Alors oui, l'OMC ça rassemble quasiment tous les pays du monde, mais nous l'Union Européenne on n'est pas obligé d'avoir des relations de type libre-échange, c'est-à-dire en supprimant les droits de douane avec un certain nombre de pays. Or pourtant on le fait, et on s'est rendu compte, comme vous l'avez très bien dit, au lendemain du Covid, avec un continent européen qui fabriquait plus de paracétamol. Je ne sais pas si on fabrique des munitions aussi pour envoyer sur les tanks. Qui fabriquait plus de masques ou de matériel médical. Ouais. Et ça, c'est la folie des délocalisations qui sont liées à la mondialisation des échanges et à ce culte européen du commerce. Et moi, je fais partie de ceux depuis 10 ans qui disent qu'il faut mettre un certain nombre de barrières, il faut que ça soit réciproque, hein, c'est-à-dire que... une sorte de protectionnisme quand même. Oui, mais moi j'assume... Aux frontières, voilà. Oui, par exemple, l'acier chinois qui est de mauvaise qualité, qui a été produit par des gens qui sont sous-payés, c'est pas normal qu'ils viennent concurrencer un acier européen. Évidemment, une main-d'œuvre qui coûte plus cher, ça c'est pas normal. Et je pourrais prendre plein d'autres exemples, c'est surtout vrai sur le volet agricole aussi. Hein. Les européennes, j'allais dire traditionnellement, mais c'est vrai que les électeurs s'intéressent pas trop aux élections européennes, on va dire en temps... Il y a beaucoup d'abstention régulièrement à ces élections européennes. Depuis qu'on peut voter aux élections européennes, je crois que c'est après 1979 qu'il y a eu les premières élections. Alors suivant il y a des modes de scrutin différents, c'est à la proportionnelle. Comment on peut intéresser des gens qui traditionnellement s'abstiennent à ce genre de scrutin, ou les jeunes qui s'abstiennent tout court d'aller voter aux élections européennes, de s'inscrire déjà avant le mois de mai et d'aller voter, quoi. Bien sûr qu'il faut qu'ils s'inscrivent, mais surtout l'Europe est en train de connaître une série de crises intenses, la guerre, la crise agricole, l'inflation, l'appauvrissement du continent européen aussi sur certains côtés, et ça c'est les résultats de politiques qu'il faut changer. Et pour changer les politiques, il faut venir voter. Donc je serais quand même moins négatif que vous. Je sens quand même dans cette campagne que les gens ont compris que les questions européennes, elles étaient décisives, voire même existentielles pour un pays comme la France. Et donc, c'est à nous aussi, à un moment, c'est aussi à nous d'intéresser les gens, de les faire venir aux urnes. Et c'est tout le débat de cette campagne, la confrontation des idées, des propositions, l'incarnation d'une vraie alternative, ce que nous on propose sur la liste qui est conduite par Léon Desfontaines, pour changer, non pas sortir de l'Europe, mais pour changer radicalement le cours de la construction européenne. Ça c'est possible, il faut pour ça envoyer des députés qui soient déterminés. Il y a des échanges aussi à soutenir, des échanges entre étudiants, des échanges entre travailleurs, ou des échanges... En fait, il faut jeter des ponts, je pense, entre les nations. Sinon, si elles se recroquevillent sur elles-mêmes, il arrive ce qu'il arrive, quoi. Oui, il faut des ponts, quoi. Les échanges entre étudiants, ça suffit pas. Hein. Il faut des échanges aussi entre apprentis, entre jeunes. Après, les échanges entre travailleurs, à condition que ça soit à salaire égal et à condition de cotisation égale, parce que sinon évidemment ce qu'on appelle le dumping social, et ça personne n'est pour. Mais
Il y a beaucoup de grands groupes, ça permettrait de découvrir d'une façon ou d'une autre le voisin. Ce qui me paraît, ça c'est évidemment très important, ce qui me paraît surtout important, c'est de refaire de l'Union européenne un espace de coopération et de solidarité. Or, c'est quand même souvent un espace de compétition et de concurrence. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est pas le plus évident, mais c'est pour moi le plus décisif.